Les consommateurs restent fidèles aux marques qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. C'est ce que déclare Howard Schultz, l'ancien patron de Starbucks. Les consommateurs restent fidèles aux marques qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. Alors, on va parler de marques, comment on construit sa marque, comment on fait une marque forte, comment on définit ses valeurs, comment on réfléchit sur sa raison d'être, comment on travaille sur son positionnement. C'est de tout ça dont on va parler ce matin. On ne va finalement pas parler de métaverse. Clément Merville avait été annoncé, devait nous rejoindre. Il y a eu un petit conflit d'agenda. Et aujourd'hui, on va parler de raison d'être et de branding. Alors, je suis Bertrand Espitalier. Bonjour à tous. Je ne suis pas Gabriel Dabischwebel. Gabriel est en ce moment même avec Michael Aguilar en train de parler d'un projet Sales Deck. Vous avez l'habitude de le retrouver tous les vendredis matins à 10 h. Vous le retrouverez la semaine prochaine. Il vous salue. Il m'a demandé de le remplacer pour l'occasion. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Julia Drupt et Laurent Palanque, qui sont consultants au sein d'1 minute 30. Donc, on va parler de branding. Je vous laisse vous présenter, Julia et Laurent. À toi, Julia, la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, je me présente. Je suis Julia Drupt. Je suis consultante chez 1 minute 30 depuis 3 ans. Et j'ai passé ma carrière en agence de communication et marketing ou à créer des agences de communication et marketing ou diriger des agences de marketing et communication digitale. Voilà, j'ai un peu passé toute ma carrière à parler de branding, de positionnement, de marque et en accompagnant des grands comptes, des plus petits comptes, des marques B2B, des marques B2C. Justement dans le travail sur leur marque. Merci Julia. Alors, on ne va pas vous le cacher avec Julia, on se connaît depuis longtemps, je connais son exigence pour travailler sur des plateformes de marque et c'est un plaisir de parler de ce sujet-là avec elle. Laurent, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, je suis Laurent Palanque, moi aussi je suis consultant chez 1 minute 30 depuis un petit peu moins de 2 ans. Je suis consultant depuis plus longtemps que ça, mais j'ai aussi j'ai eu des expériences d'entrepreneur, donc j'ai switché entre le conseil et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les entreprises qui font appel à mes services ont la plupart du temps des problématiques de marketing digital, d'acquisition client, de transformation digitale ou d'e-commerce. Voilà, donc ce sont des sujets que moi j'ai l'habitude de traiter et j'ai eu l'occasion effectivement de réfléchir la semaine dernière autour de problématiques de marque avec la méthode qu'on va vous présenter et je suis ravi de pouvoir en discuter avec vous. Super, merci Laurent. Alors, effectivement, avec Laurent, on se connaît depuis 1 an et demi. On a eu le plaisir de monter sur des projets ensemble pour 1 minute 30 pour réfléchir et accompagner des marques qui se lançaient sur des nouveaux marchés et accompagner également des marques qui avaient besoin de se relancer, de se revitaliser. Moi, Bertrand Espitalier, donc j'ai un rôle d'ambassadeur chez 1 minute 30. Je suis là pour vous accueillir dans la communauté. Je suis votre premier contact quand vous nous sollicitez pour un atelier, pour une formation, pour un accompagnement. Je vais vous accompagner donc ce matin en absence de Gabriel. Alors, 1 minute 30, vous nous connaissez, on est l'agence des méthodes. Gabriel a fait un sondage cette semaine pour nos 10 ans. Et vous nous avez dit, vous êtes plus de la moitié à nous dire qu'on est l'agence pionnière via ces méthodes. Alors, on vous parle régulièrement d'acquisition stratégie design, de customer experience redesign, de Q2C selling, des méthodes marketing pour les ressources humaines. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a voulu se pencher sur le sujet de la marque et travailler une méthode spécifique sur la marque. C'est notre métier chez nous, c'est vraiment notre spécificité de vous accompagner avec ces méthodes. La marque, on a voulu travailler ça parce que pour nous, la marque, c'est vraiment le socle, c'est les fondations. Quand on construit une maison, on commence par les fondations. C'est vraiment le travail le plus essentiel. Est-ce que tu veux nous dire, Julia, pourquoi pour toi c'est important de commencer par travailler ce socle de marque et ce branding? Oui, en fait, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Je vais finalement un peu poursuivre ton image. C'est très fondateur quand on crée une marque. Si on travaille pas au début sur sa raison d'être, ses valeurs, son positionnement, son territoire de marque, on passe son temps ensuite à se demander
qu'est-ce que je dois dire, comment je dois communiquer, quels sont mes messages. Et finalement, si on ne fait pas ce travail préalable de bâtir sa marque et bien la positionner, c'est vraiment un handicap par la suite. C'est-à-dire que le business, le commerce va s'enchaîner et on passera son temps à se reposer ces questions-là. Donc, c'est vraiment un socle, c'est ce que tu disais, c'est une fondation. Et c'est pour ça que c'est important de le travailler alors au départ d'un projet, mais aussi de se poser dessus quand on se rend compte que c'est flou et que c'est handicapant dans la manière de communiquer et que justement on passe trop de temps et trop d'énergie à poser ces questions-là en cours de route. Il vaut mieux faire une pause, un stop et reprendre ces méthodes depuis le début pour se repositionner. Il y a plein de marques qui commencent avec un positionnement qui est un peu léger, etc. Et ça va bien. Et puis à un moment, elles se rendent compte qu'elles ont besoin soit de se repositionner parce que leur offre a changé, aussi parce que les consommateurs, leurs clients ont changé. On a vu qu'il y avait quand même des grands changements sociétaux depuis quelques années. Donc, il faut parfois se réadapter à ces évolutions et donc reprendre les bases sur la marque, sa raison d'être, ses valeurs, son positionnement, ses promesses et son territoire de communication pour repartir encore mieux par la suite. Très bien, ok. Laurent, est-ce que tu as une réaction par rapport à Non, je suis complètement en ligne. Pour moi, effectivement, un des éléments principaux dans une entreprise, c'est la cohérence et la marque. C'est ça qui va bien poser et qui va garantir la cohérence de l'ensemble des discours, de l'ensemble des éléments qui vont derrière être produits. Et on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils ont de plus en plus d'infos à disposition. Donc, ils ont besoin d'une boussole. La marque, c'est la boussole. Et d'où l'intérêt de la cohérence. Je veux dire, quand effectivement un client perçoit une incohérence dans le discours d'une marque, ben, instantanément, il va passer à autre chose. Et on a raté notre cible. Donc, voilà pourquoi, effectivement, c'est très important. D'accord. Donc, on va parler de raison d'être et de valeurs qu'on doit bien définir. Et si on devait résumer un petit peu les bénéfices pour l'entreprise de ce travail-là préalable, c'est ce que tu viens de nous dire, c'est véritablement de pouvoir pouvoir être plus pertinente pour répondre, pour s'exprimer, pour construire tous ces plans. C'est un petit peu ça. Oui, alors aussi, on voit une grande tendance justement sur l'engagement des marques et sur la tenue de promesses faites. Aujourd'hui, les clients, et nous tous, hein, je pense qu'on est tous pareils, une marque qui promet des choses qu'elle ne tient pas, voire qui ne fait pas, qui fait le contraire de ce qu'elle affirme sous forme de valeur ou sous forme de promesse, se fait sanctionner immédiatement. On a envie que nos achats aient un peu du sens. On a envie que les marques et les entreprises s'engagent pour faire des choses positives en termes de société, en termes d'écologie. Et donc, c'est indispensable aujourd'hui pour toute marque qui veut construire quelque chose de durable avec des consommateurs, d'avoir bien clarifié sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle apporte à notre société, et d'avoir bien clarifié ses valeurs pour pouvoir les prouver ensuite et pouvoir être aligné finalement avec le sens qu'elle revendique. On en a vu plein, hein, des marques qui se sont fait vraiment blacklister et bâcher parce que on promettait beaucoup de choses très bienveillantes et qu'en fait, dans la réalité du management ou de la production, c'était pas du tout ça qui était effectué. Ben là, c'est la sanction immédiate par les consommateurs qui boycottent, qui s'excitent sur les réseaux et qui peuvent faire beaucoup de mal à certaines marques. Donc, les valeurs et les positionnements, c'est une partie seulement du livre qu'on est en train d'écrire avec Gabriel. C'est celle qui est la plus aboutie, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment
peut-être c'est la base, c'est le départ pour ensuite travailler un positionnement et un univers de marque, un territoire de communication original. Très bien. Alors, tu parlais de valeurs. On va faire un petit sondage. Je vais demander à Abdel de lancer un petit sondage. J'aimerais bien savoir si vous avez des méthodes, vous, pour déterminer, vous, dans la salle, est-ce que vous avez des méthodes pour identifier les valeurs de votre marque, de votre entreprise? Et si oui, n'hésitez pas à nous mettre quelques infos dans le chat. Comment vous faites? Ça sera hyper enrichissant. Alors, on parle d'une méthode, tu vas nous présenter cette méthode. Alors, pourquoi il y a besoin de créer une méthode? Est-ce que les responsables d'entreprise aujourd'hui n'arrivent pas à identifier leurs valeurs, à définir leur raison d'être tout seuls? Ça paraît assez légitime. Quand on travaille pour une entreprise, on doit savoir pourquoi on travaille, quel est notre objectif, quelle est notre raison d'être. C'est pas si simple que ça, peut-être? Non, c'est pas si simple que ça parce que d'abord, comme pour beaucoup d'entreprises et même pour toutes celles que je connais ou que j'ai eu la chance de diriger, c'est pas forcément facile de parler de soi, de s'occuper de soi. On est souvent meilleur pour ses clients et on a du mal peut-être à prendre du recul, à prendre cette hauteur et à se regarder avec plus d'objectivité. Et puis parce que aussi le quotidien, le business, le travail nous occupe et finalement aussi. Donc il y a le fait que c'est pas facile de travailler sur soi. Il y a le fait que le quotidien prend le dessus. Et puis aussi la troisième raison, c'est parce que c'est pas facile en fait. C'est pas facile de préciser vraiment, de travailler sur de la formulation de raison d'être, de décortiquer et de choisir ses valeurs et de choisir celles qui sont vraiment réelles et concrètes. Et finalement, parfois, on se débarrasse un peu de ce sujet-là. On l'a fait au début, puis on s'en occupe plus. Et c'est un tort. Donc voilà pourquoi il faut une méthode et pourquoi c'est toujours mieux d'être accompagné. Alors, être accompagné, évidemment, par une agence comme 1 minute 30 ou par d'autres, c'est très bien, mais toutes les marques n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est pour ça que ce livre va exister. C'est parce que en suivant une méthode très pragmatique et qui est pleine de bon sens, qui est quand même terre à terre, nous, on a voulu faire quelque chose de très utile, de très concret. Tout le monde peut arriver à définir ses valeurs, les trier, les expliciter, travailler sa raison d'être, travailler des plans d'action qui vont permettre de faire comprendre aux clients et à toutes les cibles, à toutes les parties prenantes, quelles sont ses raisons d'être et ses valeurs. Et donc, voilà, une méthode qui permet justement de prendre cette hauteur. Très bien. Et de ton côté, Laurent, comment tu vois est-ce que tu sens qu'il y a un besoin de méthode, il y a besoin de accompagner? Clairement, et moi je rejoins Julia dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un sujet qui est pas si simple, qui demande vraiment de l'introspection, de la réflexion, et en tant que stakeholder interne, en tant qu'employé ou même dirigeant d'une entreprise, bien sûr qu'on sait pourquoi on travaille et quels sont les objectifs de notre entreprise, mais c'est assez je veux dire, pour moi, les valeurs et la raison d'être d'une marque, elle doit être partagée par tous les acteurs. Et donc, tel ou tel acteur peut avoir une vision un peu différente en fonction de sa position, de ses enjeux, de sa personnalité, de son expérience. Donc, effectivement, c'est pour moi très important d'avoir une méthode, mais non seulement une méthode, mais une méthode qui puisse être suffisamment collective pour prendre en compte les différents points de vue et suffisamment transparente pour que tout le monde sache pourquoi, comment ça a été construit. Donc effectivement, il y a souvent besoin un peu d'aide extérieure pour s'extraire, pour être certain que tout le monde puisse prendre la parole et puis pour apporter une vision un peu objective. Donc voilà pourquoi il y a besoin d'une méthode pour moi. Ok, alors pour vous donner quelques résultats du sondage, pour savoir si dans la salle, les gens ont des méthodes. Alors vous êtes les 2/3 à nous dire que vous n'avez pas particulièrement de méthode pour déterminer les valeurs. Vous êtes 1/3 à avoir de la méthode.
pouvez nous donner quelques indications pour ceux qui ont de la méthode dans le chat. Je vois qu'il y a Werdia qui nous dit que les valeurs découlent de la vision et de la manière dont on imagine nos collaborations. Il nous dit aussi que c'est un process qui prend du temps, mais que ça se précise au fur et à mesure en fonction de l'ADN. Donc, pour vous qui n'avez pas encore de méthode, écoutez, j'espère que grâce à cette présentation et grâce aux livres à venir, vous serez suffisamment armés. Cette méthode, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse plutôt aux responsables de grands comptes, plutôt à des start-upers? Ah oui, elle s'adresse vraiment à tout type d'entreprise en fait. Ça peut être des porteurs de projets, ça peut être des entrepreneurs, des startups, des DNVB, des PME, des TPE, des grands comptes. Il n'y a pas de format. Il n'y a pas de format éligible à la réflexion sur les valeurs et la raison d'être et sur le positionnement de la marque. Toute entreprise doit pouvoir travailler ces aspects-là avec cette méthode. Je le disais, c'est assez pratique. Finalement, ce que Werdy a dit, c'est vrai que c'est parfois il y a un côté un petit peu ça s'affine, etc. Mais on se rend compte souvent que justement, il n'y a pas réellement de méthode. Il n'y en avait pas réellement, et c'est quelque chose qui est assez presque de l'ordre de l'intuition. On va se dire, cette valeur, ça me ressemble, ça va être presque émotionnel comme réflexion. Or, ça ne doit pas être qu'émotionnel, et il faut arriver à rationaliser cet exercice, à le travailler de manière méthodique, à pouvoir d'abord réfléchir en faisant venir toutes les idées possibles et avoir une grande ouverture d'esprit, puis converger et choisir des valeurs et sa raison d'être. Et une fois qu'on a choisi, mettre en œuvre, rendre concret, rendre tangible les choses. Donc c'est cette méthode sur valeurs et raison d'être qui est la première partie du livre. Elle est vraiment faite pour ça, pour que ça devienne beaucoup plus rationnel, méthodique, systémique, et qu'on puisse que ça soit pas juste l'intuition ou l'inspiration d'un dirigeant, que ce soit vraiment un choix assumé et partagé collectivement, comme le disait Laurent. Les valeurs, ça peut pas, dans une entreprise ou pour une marque, ça peut pas être imposé. C'est pas décrété, en fait. On peut pas décréter ces valeurs comme ça, seul, en disant c'est comme ça, mais ma valeur, c'est l'esprit d'équipe, juste parce que, c'est un exemple, mais juste parce que moi, j'en ai envie. Et en fait, s'il n'y a pas de réalité dans l'entreprise, ça sera jamais ressenti comme tel. Ce sera jamais une réelle valeur de l'entreprise. C'est bien. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de découvrir cette méthode. Je vais partager avec vous le livre blanc sur lequel tu as travaillé. Alors, le temps que tu partages, Bertrand, je dois préciser, donc là, on va juste parler des méthodologies, mais dans cette première partie de Brand Strategy Design, il y a toute une introduction et toute une partie préalable qui va consister à donner des définitions. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en travaillant avec pas mal de marques, que entre vision, mission, ambition, promesse, positionnement, etc., toutes ces notions étaient parfois un peu confuses. Et on a même, il y a même la littérature marketing qui dit des choses assez différentes. La vision, le why, la raison d'être, tout ça, est-ce que c'est la même chose? Donc on va avoir dans ce livre toute une première partie qui sera dédiée à bien préciser ces notions, à bien les expliquer, à faire la différence entre, par exemple, entre vision et ambition, entre positionnement et promesse, j'en passe, mais il y a justement toutes ces notions qui sont parfois un peu confuses et on aimerait bien que ce soit clair. Donc, j'ai essayé vraiment de clarifier tout ça et vous donner des exemples et puis
parler avec des mots simples qui soient justement peut-être un peu détachés du marketing pour expliquer ce que sont ces notions quand on travaille sur sa plateforme de marque. Donc voilà, vous découvrez ici la couverture du livre Brand Strategy Design, donc 3 méthodes pour construire une marque forte ou à impact. Ces 3 méthodes, on va dire que ce sont 3 parties dans lesquelles on va trouver des méthodologies. La première partie, c'est valeurs et raison d'être. La deuxième, c'est le positionnement et la personnalité de la marque. Et la troisième partie, ce sera tout ce qui va concerner la création d'un territoire de communication original. Donc tout ce qui est créatif et inspiration graphique, angle d'attaque, de communication. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt d'engagement et de raison d'être. C'est ça, c'est la première partie. Exactement. Alors c'est la première partie. Et en fait, dans cette première partie, contrairement à ce qui semble logique, c'est-à-dire que ce qui semble logique, c'est de d'abord définir sa raison d'être et ensuite travailler ses valeurs. C'est ce qu'on a un peu appris à l'école, au marketing, c'est comme ça qu'on doit travailler. Mais chez Une Minute 30, l'expérience qu'on en a quand on travaille avec des marques, c'est que il est beaucoup plus facile de commencer à travailler sur ses valeurs. Parce que c'est des choses qui sont plus, finalement, un petit peu plus, qui sont moins philosophiques et qui sont plus pratiques, qui sont plus, enfin, pratiques, c'est pas le mot, mais qui sont plus accessibles pour tout un chacun, pour le groupe projet, pour les personnes qui vont travailler sur le sujet. C'est plus facile pour nous, les collaborateurs, de travailler d'abord sur les valeurs et ensuite les valeurs vont être un appui pour formaliser sa raison d'être. Donc, les 6 étapes qu'on a imaginées pour définir ses valeurs et sa raison d'être, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là, d'abord les valeurs et ensuite la raison d'être, c'est que la première étape, c'est de trouver ses valeurs. Alors, on a imaginé, on verra juste après le détail, un pentagramme des valeurs. C'est une méthode sous forme de questionnement qui vont permettre de recenser toutes les valeurs qui sont présentes dans l'entreprise. Et la deuxième étape, une fois qu'on aura recensé toutes ces valeurs qui sont présentes dans l'entreprise, collectivement, il faudra qu'on les trie, ces valeurs. On peut pas garder, une entreprise peut pas avoir 10 valeurs, parce que sinon c'est plus lisible et c'est plus un message fort. Ça devient une liste à la Prévert de valeurs et puis ça n'a plus vraiment de réalité. Donc il faut en choisir entre 3 et 5. Moi j'ai l'habitude de dire que 4 c'est un bon chiffre, mais on peut aller jusqu'à 5. Et on va pour ça utiliser la matrice de tri des valeurs. Ensuite, troisième étape, on va chercher les combats de la marque. La quatrième étape, si tu veux bien passer, Bertrand, c'est la formalisation de la raison d'être, la phrase qui dira la raison d'être de l'entreprise. La cinquième étape, c'est de voir, c'est une méthodologie qu'on a nommée le jeu de piste de l'impact et qui est une sorte de parcours qui va cheminer dans toutes les dimensions de la marque et de l'entreprise pour ne rien oublier et de voir concrètement comment on peut faire vivre les valeurs et la raison d'être de la marque au sein de l'entreprise. Et puis, sixième étape, il n'y a pas de méthode sans plan d'action chez Une Minute 30, c'est définir le plan d'action. Une fois qu'on a regardé tout ce qu'on pouvait faire pour faire vivre sa valeur et ses valeurs et sa raison d'être, on va établir le plan d'action, prioriser pour pouvoir faire des choses qui vont apporter vraiment un nouvel élan à la marque et qui vont lui permettre de s'appuyer sur ce travail pour le faire, pour le partager avec les consommateurs ou les clients. Très bien. Voilà pour les 6 étapes. Donc, 6 étapes. On va faire un focus sur les 2 premières étapes. Donc, à commencer par le pentagramme des valeurs et la matrice pour les trier ensuite. Et on demandera à Laurent de nous faire part de son retour d'expérience
puisqu'il a testé cette méthode, notamment sur ces 2 étapes, vendredi dernier. Et on va continuer avec les consultants d'une minute 30 à tester cette méthode. Encore à midi, on va continuer sur les étapes suivantes. Julia, je vais te redonner la parole pour nous parler du coup de ce pentagramme des valeurs. Oui, alors en fait, donc cette méthode, on l'a imaginée donc en étant en atelier. En atelier, qui doit, déjà on s'est posé une première question, qui est entre guillemets habilité, qui sait, qui peut travailler sur les valeurs de l'entreprise dans l'entreprise. Alors on peut dire tout le monde, tous les collaborateurs, la direction, etc. Sont capables de travailler sur les valeurs, mais en tout cas pour moi, il est vraiment indispensable que les créateurs et les dirigeants, que les managers soient présents à cet atelier, parce que je considère que les créateurs d'une marque ou d'une entreprise, ceux qui la dirigent, ceux qui la portent, sont ceux qui seront les gardiens des valeurs. C'est ceux qui feront en sorte que justement elles s'expérimentent dans l'entreprise concrètement, à tous les niveaux, niveau client, niveau collaborateur, niveau fournisseur, niveau partenaire. Et donc, c'est vraiment indispensable qu'ils soient impliqués. Donc, on ne peut pas déléguer ça à son directeur de la communication en lui disant définis-moi les valeurs de ma société, quelles sont les valeurs de ma marque. Il faut que moi, en tant que créateur, en tant que dirigeant, en tant que patron, j'ai le lead sur ces sujets-là. Oui, enfin, en tout cas, je pense pas que ça puisse être délégué à une personne. Nous, ce qu'on a imaginé, c'est une méthodologie collaborative. Alors, c'est vrai que chez 1 minute 30, on travaille sur l'intelligence collective depuis plusieurs années, et c'est quand même un peu un credo qu'on est plus intelligent à plusieurs et on est plus fort ensemble que seul. Donc, par principe, on va recommander d'être plusieurs à travailler sur ces sujets, mais aussi parce que on l'a dit, c'est très émotionnel, et que avoir des représentants de plusieurs services dans l'entreprise, à commencer par les dirigeants, les créateurs ou les managers, c'est vraiment indispensable. Ensuite, évidemment, on pourra impliquer aussi des collaborateurs. Alors, on ne va pas faire un groupe projet à 50 personnes, mais on peut faire les choses en 2 temps, c'est-à-dire avoir un premier groupe projet resserré et ensuite consulter les collaborateurs sur le résultat de ces valeurs pour les faire valider, pour consulter les collaborateurs en disant voilà, on a fait un travail, voilà les valeurs de l'entreprise, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces valeurs? Donc ça, c'était un petit préambule sur qui peut travailler là-dessus, qui peut utiliser cette méthode. Donc c'est un groupe projet avec dirigeants, managers et collaborateurs. Okay. Alors on va commencer. Concrètement, comment ça se passe? Alors on fait une première étape qui est de compléter avec des post-it, avec des petits mots, enfin voilà, comme on veut, hein, il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas spontanément, on va demander au groupe projet spontanément citer les valeurs que vous pensez être celles de l'entreprise. Quelles sont les valeurs de l'entreprise à votre avis, de la marque et ou de l'entreprise. Et donc on va compléter ce cœur, là, ce centre de pentagramme, avec tout ce qui va ressortir collectivement. Première étape. Deuxième étape, on va compléter ce que j'ai appelé les branches du pentagramme, les branches de l'étoile, qui vont finalement nous permettre de travailler, de mettre une sorte d'éclairage sur la recherche de valeurs spécifiquement. La première branche, c'est la valeur guide. La valeur guide, c'est celle qui dirige les actions au quotidien. On va répondre à cette question, on va se demander quel principe guide vos décisions en général. Qu'est-ce qui a guidé la création de l'entreprise au départ, quand on a la chance d'avoir les fondateurs dans l'atelier?
Qu'est-ce qui a guidé votre décision de rejoindre l'entreprise, quand c'est pour des collaborateurs? Donc vraiment, ce qui a été un moteur, les valeurs moteurs guides du premier engagement vis-à-vis de la marque. La deuxième branche, c'est celle de l'aspiration. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément des valeurs c'est des valeurs vers lesquelles on tend. Elles sont peut-être pas encore complètement présentes dans l'entreprise, soit que la marque n'est pas installée, et c'est possible qu'elle soit pas encore créée, pas encore installée, ou bien que c'est quelque chose vers lequel on aspire, mais on sait que c'est pas encore tout à fait ça. Et donc là, on va travailler les valeurs. Quelles valeurs souhaitez-vous promouvoir ou commencer à promouvoir dans l'entreprise? Les valeurs auxquelles on aspire. Troisième type de valeurs, ce sont les valeurs refus. Donc là, les valeurs refus, c'est la limite, quoi, le seuil de tolérance. C'est les valeurs sur lesquelles vous êtes vraiment arc-bouté pour les défendre. Donc, c'est par exemple les comportements que vous jugez complètement inacceptables, qu'est-ce qui vous choque dans le monde du travail et pour lesquels c'est vraiment essentiel de lutter. La valeur combat, les valeurs, c'est celles pour lesquelles vous seriez prêt à perdre un client ou un collaborateur pour les défendre. Donc, c'est des valeurs vraiment très intimes finalement. C'est des valeurs qui sont peut-être les plus essentielles, celles pour lesquelles vous seriez prêt à dire non à un client qui vous demanderait de les bafouer. Et enfin, les valeurs rêves. La valeur rêve, ce sont les valeurs que vous aimeriez que vos clients disent de vous, celles que vous aimeriez qu'on vous prête quand on parle de votre marque. Donc, c'est vraiment tourné peut-être plus vers l'extérieur, vers les clients. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos clients disent parlent de vos valeurs en disant quoi? Quel type de valeurs ils vous prêteraient? Ces 5 branches du pentagramme, elles permettent de continuer la divergence. Avec ce qu'on a eu au début, on a eu des choses, mais avec la deuxième partie, on va vraiment préciser des choses et finalement aller creuser de manière plus précise des valeurs qu'on aurait peut-être un petit peu oubliées. Très bien. Et du coup, pour illustrer ce pentagramme des valeurs, je vous propose de prendre un exemple et que Laurent nous raconte un petit peu comment il a travaillé sur le sujet avec une marque qui doit être lancée, un produit qui doit être lancé. Ce produit, ça s'appelle SalesDeck. Si vous nous suivez depuis longtemps, ou si vous suivez Gabriel, vous avez déjà dû en entendre un petit peu parler. Laurent, est-ce que tu veux nous dire, avant de nous parler de l'expérience, sur la méthode, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le produit SalesDeck? Oui, bien sûr. Sur ce pentagramme des valeurs pour SalesDeck. Oui, SalesDeck, c'est un outil à destination des commerciaux et des directions commerciales d'une entreprise pour, on va dire, structurer la démarche commerciale, la faire gagner en transparence et la rendre plus collaborative à la fois à l'intérieur de l'entreprise et même avec l'acheteur, avec le client. Donc, ça se présente sous la forme d'un logiciel en SaaS qui permet d'être un support à des entretiens qui ont lieu en visio et qui va guider le commercial dans la conduite de l'entretien en lui donnant des éléments sous forme de cartes, des éléments d'information ou des questions qu'il va pouvoir poser à son interlocuteur et ainsi construire l'entretien, l'orienter donc en fonction d'un processus qui a été défini auparavant dans l'entreprise et partager cette information avec le client qui, lui, du coup, va avoir accès à ces informations, qui va pouvoir récupérer en fin d'entretien sous forme d'un compte-rendu
Donc, on voit bien que c'est un outil qui va être capable de guider les commerciaux et donc pas les laisser dans la pampa juste avec une formation. C'est un outil qui va leur permettre de structurer un entretien, les aider à faire ça, et aussi à impliquer l'acheteur et à lui mettre des informations en transparence. Donc voilà, en quelques mots, quel est cet outil et à quoi il sert. Très bien. Donc, vendredi dernier, il y a un exercice, on a testé la méthode Brand Strategy Design sur ce nouveau produit, sur SalesDeck. Donc, on a fait ça en équipe sur Miro, un outil collaboratif. Vous voyez à l'écran les différentes étapes qu'évoquait Julia. Donc, on va aller zoomer sur ce qui a été fait sur le pentagramme des valeurs pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé déjà? Donc, effectivement, c'était un atelier qui s'est déroulé à distance, comme beaucoup d'ateliers qu'on mène chez 1 minute 30. Donc, on s'est servi de Miro avec le board qui est là. Et effectivement, avec le groupe où on était, du moins, il y avait environ, je pense, 6 personnes, quelque chose comme ça. Qui connaissait bien sûr, qui était partie prenante dans ce projet. On a commencé cette démarche avec ce qu'a décrit Julia, c'est-à-dire avec le pentagramme des valeurs. Concrètement, ben voilà, j'ai demandé aux différents intervenants, ben voilà, quelles sont pour vous les valeurs qui vous viennent spontanément à l'esprit quand on vous parle de SalesDeck. Et donc, on se donne 5-10 minutes pour venir apposer toutes les valeurs qui vous viennent à l'esprit. Et donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Sérieux, efficacité, ludique, transparence, avant-garde, bref. Bon, je passe les détails, mais beaucoup de choses. Donc, on a débriefé et on a fait la même chose avec les 5 branches du pentagramme. Donc là déjà à noter, je trouve que pour moi c'est une approche qui est vraiment intéressante parce que cette première partie, on va dire d'idéation, où on va vraiment de manière très large s'ouvrir l'esprit et puis sans trop réfléchir, venir apposer des valeurs, c'est quelque chose qui est assez facile en fait. On l'a vu, hein, ça va très très vite. Les gens ont pas mal d'idées. Ils sont pas obligés de se poser la question pendant 5 minutes. Est-ce que cette valeur elle est vraiment importante ou est-ce qu'elle est secondaire? Voilà, ils mettent les choses qui leur viennent à l'esprit. C'est une phase d'idéation et du coup, ça les fait vraiment rentrer dans l'atelier, ça les fait vraiment rentrer dans le sujet sans qu'il y ait une marche. Une barrière à l'entrée intellectuelle un peu trop importante où il faut d'abord qu'ils réfléchissent, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé que cette première partie, elle avait au moins cette valeur-là c'est très facile de rentrer là-dedans et de contribuer de cette manière-là. Et après, ce qu'on a vu aussi, bon, sans déflorer la suite du processus qu'on va vous expliquer juste après, on a vu que bah voilà, peut-être que là sur le board, il y a, j'en sais rien, il y a peut-être 50 ou 70 post-it, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Mais assez rapidement, on s'aperçoit que bien sûr qu'il y a plusieurs participants qui vont noter les mêmes valeurs ou en tout cas des choses qui sont assez proches. Donc déjà, il va y avoir une première étape où on va être capable de regrouper les post-it, les idées par groupe autour d'une même, idée un peu plus générale. Voilà. Donc de commencer avec une première phase de classement qui est déjà une première étape vers ce qui va suivre, qui est à dire de déterminer quelles sont les 3, 4, 5 valeurs maximum qu'on va vouloir ressortir de l'entreprise. Donc voilà en quelques mots comment ça s'est passé et comment on a travaillé. Ok, très bien. Je vois là dans le chat une question de Hassanatou qui demande c'est pas très clair la fonctionnalité des valeurs spontanées. Alors valeurs spontanées, c'est les valeurs citées spontanément par le groupe projet, celles qui viennent à l'esprit sans trop réfléchir, comme le disait Laurent, spontanément. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair.
Ok, très bien. Merci pour cette précision, Julia. Merci Cathy qui trouve que l'approche est fantastique. Donc, Merci. merci pour ces encouragements. Donc, première partie, le pentagramme des valeurs. Beaucoup de valeurs qui se dégagent, 50, 60 valeurs dans le cas de SalesDeck. Comment on fait pour trier ces valeurs? Parce qu'on me dit 4, 5, 4, ça semble être le bon chiffre. Comment on fait? Oui, en fait, c'est souvent là où on a des problèmes, c'est qu'on a plein de valeurs, elles nous semblent toutes sympas, importantes, etc. Mais c'est comment, finalement, on va décider que ces valeurs sont les valeurs de la marque. Alors pour ça, on a créé la matrice des valeurs. Et cette matrice des valeurs, elle est là justement pour trier. Donc, il y a quand même un premier tri à faire avant de compléter cette maîtrise des valeurs, c'est de faire, en atelier, on fait un premier tour de table une fois qu'on a rempli le pentagramme et on dit chacun va sélectionner les 10 valeurs qui lui semblent vraiment importantes pour l'entreprise, puisqu'on a tous échangé, on a mis toutes les valeurs en commun. On fait un premier tri et chacun sélectionne une dizaine de valeurs qui lui semblent vraiment les plus importantes. Ensuite, pour n'en retenir que 4 ou 5, on va passer ces valeurs au tamis de la matrice des valeurs. Le premier tamis, la première clé de tri, c'est la réalité. En fait, pour qu'une valeur soit réelle dans l'entreprise, il faut qu'elle ait des preuves concrètes, qu'elle existe dans l'entreprise. Donc, ce sont des preuves concrètes. Ça peut concerner tous les services et ça peut concerner les clients, mais ça peut concerner les collaborateurs, ça peut concerner les processus d'achat, de livraison, etc. Peu importe. Si je dis par exemple, en valeur 1, l'esprit d'équipe qui était mon exemple tout à l'heure, qu'est-ce qui prouve concrètement dans l'entreprise qu'il existe un esprit d'équipe? Alors, ça peut être, je sais pas, parce qu'on fait une course au profit d'une association. Ça peut être parce qu'on a mis un système de parrainage en place pour l'accueil des nouveaux collaborateurs. Ça peut être une manière de coacher des managers qui sont en difficulté. Enfin, je ne sais pas, c'est des exemples, là, je viens de les inventer, mais il faut que, pour qu'une preuve soit réelle, il faut qu'elle ait une réalité au sein de l'entreprise. Et donc, on considère que si on n'a pas au moins 3 preuves de réalité de la valeur, en fait, cette valeur n'existe pas dans l'entreprise. C'est juste un souhait. Et c'est pas dans l'ADN de l'entreprise. Donc, première clé de tri, la réalité. C'est vrai qu'on peut être tenté d'avoir des valeurs parce qu'elles nous paraissent nobles et qui ne sont pas une vraie réalité. C'est plus un objectif, mais si c'est pas concret, si ça n'existe pas, si c'est juste une volonté d'afficher, on oublie tout de suite cette idée-là. Exactement. On arrête. On a tous en tête des boîtes ou des marques qui nous disent je sais pas, notre valeur c'est la bienveillance par exemple, qui est une valeur très très à la mode actuellement. Et en réalité, les collaborateurs ne vivent pas ça du tout. Il n'y a pas de bienveillance dans l'entreprise en réalité. C'est juste un mot qui est affiché sur la charte des valeurs produite par le dirigeant initialement. C'est une posture. Pour qu'une valeur soit une valeur, il faut que ce soit réel. Donc, la deuxième clé de tri, c'est, je vais volontairement pas suivre cet ordre parce que c'est quelque chose qu'on va retravailler. C'est la stabilité. Une valeur, pour qu'elle soit une valeur de l'entreprise, il faut qu'elle dure pas 6 mois. Il faut qu'elle soit durable. Il faut qu'elle puisse vivre dans le temps. Et donc qu'elle ne soit pas soumise à trop d'aléas. Si par exemple je dis ma valeur c'est l'indépendance et que je suis rachetée dans 6 mois, je serai peut-être plus très indépendant dans 6 mois. Donc il faut bien s'assurer que cette valeur elle a vocation à durer dans le temps. La troisième clé de tri, c'est la transversalité.
est-ce que la valeur qu'on a choisie, elle est valable pour tout le monde? Est-ce que c'est pas que le service, je sais pas quoi, commercial ou marketing qui vit cette valeur, mais en fait, au service SAV ou au service logistique, c'est pas du tout ça. Je prends un exemple, on va dire Audace. Ben, en fait, Audace, ok, très bien, mais il y a que 3 services qui ont le droit d'être audacieux et les autres, c'est pas le cas. Donc, encore une fois, il faut que ce soit réel dans l'entreprise et auprès de toutes les parties prenantes. Et la dernière clé de tri, c'est l'originalité au sens d'être distinctif. Est-ce que mes concurrents pourraient dire la même chose, pourraient revendiquer la même valeur? Est-ce que il faut pas que la valeur, ce soit quelque chose qui soit finalement complètement évident? Moi, j'ai tendance à dire, par exemple, alors c'est un peu violent, mais que le côté service client ou focus client, etc., bon, bah, toutes les entreprises, en fait, qui vendent un produit s'intéressent à leurs clients. Donc, voilà comment on peut, avec ces tris-là, sélectionner 3 à 5 valeurs essentielles qui sont réelles et dans l'ADN de l'entreprise. Et alors, une petite question, est-ce qu'il faut cocher toutes les cases pour une valeur? On a compris qu'il fallait avoir des preuves, on se pose des questions sur la transversalité, sur la durabilité, sur l'originalité. Est-ce que je suis obligé de cocher oui à chaque fois pour que la valeur soit validée? Ou est-ce qu'à un moment, je peux me dire, je ne coche pas toutes les cases, mais quand même, c'est quelque chose d'essentiel pour nous? Alors, j'ai envie de dire que non, c'est pas indispensable de cocher toutes les cases, mais il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est la réalité. Avoir une preuve très avoir une valeur très originale qui peut durer dans le temps et qui peut concerner tout le monde, mais qui en fait n'a aucune espèce d'élément concret, en fait, qui est juste une vue de l'esprit, ça pourra pas être une valeur dans l'entreprise. En fait, les collaborateurs et les clients ne l'expérimenteront pas, donc ils ne reconnaîtront pas la valeur à la marque. Donc, si j'ai envie de dire que la réalité, le principe de réalité est indispensable. Pour les autres critères, c'est plutôt pour vous aider à les sélectionner. Si j'ai finalement 8 valeurs à la fin et qu'il faut choisir, eh ben, peut-être que la stabilité, la transversalité, l'originalité, ce sera des critères qui vont me permettre de réfléchir et d'aller chercher la bonne. Et en fait, l'expérience montre aussi, quand on utilise cette matrice, que parfois on a sélectionné 2 valeurs et qu'il faut en choisir une, et bien finalement on va la nommer avec un 3e mot qui va rassembler 2 valeurs. Et ça aura permis de bien y réfléchir. Justement, Laurent, comment ça s'est passé pour toi, excusez-moi, la semaine dernière avec cette matrice? Alors, c'était vraiment intéressant parce que justement, autant la première étape était une étape qui était assez fun, une étape de divergence ou je dirais assez facile, où tout le monde a contribué de manière assez libre et sans trop de difficultés. C'est vrai que là, quand on commence à parler de priorisation et d'identifier vraiment les quelques valeurs qui vont définir l'entreprise, on rentre dans le cœur du réacteur de la démarche et c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, ce qui se passait, c'est que, comme l'a dit Julia, on a demandé à chaque participant de sélectionner, je ne sais plus si c'était 5 ou 10, bref, un certain nombre de valeurs, un faible nombre qui pour lui représentait le mieux Sales Deck. Alors ça a été facilité encore une fois par le fait qu'au préalable, toutes les 70 idées de valeurs du pentagramme, on les avait regroupées par, on va dire par thème ou par valeur finalement, parce qu'il y avait plusieurs choses qui tournaient autour de la même idée. Donc ça a aidé pas mal. Et donc on est arrivé avec finalement chacun est arrivé avec ses 5 ou 6 ou 7 valeurs, je sais plus, mais qui se regroupaient beaucoup. Donc au final, on avait peut-être une dizaine de choses à screener, mais pas plus. Parce que sinon, effectivement, s'il faut discuter en groupe à la fois des preuves, de l'originalité, de la stabilité, de la durabilité, ça peut être un petit peu fastidieux.
Mais donc, naturellement, on arrive avec un nombre réduit de valeurs et on a passé ces filtres. Et ce dont on s'est aperçu, et effectivement, on y faisait référence juste avant, c'est que parfois, il y avait besoin de repréciser la valeur qui avait été énoncée d'une certaine manière, mais finalement, qu'on voulait définir, poser de manière plus précise. Et là, c'était vraiment intéressant parce que c'était des discussions de groupe sur ce genre d'idée-là. Par exemple, la première, c'était l'idée de collaboratif, bien sûr, parce que SalesDeck, c'est un outil collaboratif dans l'entreprise et collaboratif avec le client. Mais il y avait une idée d'ADN collaboratif, donc qui a commencé à ressortir parce qu'on a qualifié de collaboratif by design. Donc on n'est pas allé on n'a pas finalisé, on n'est pas allé jusqu'à la fin parce que on était un peu limité dans le temps, mais pour dire que à cette étape-là, il y a eu déjà des discussions sur comment on précise les valeurs, comment on les définit, et on voit que ça marche parce que assez rapidement, parce que cet atelier il a duré à peu près 2 heures, on n'a pas terminé, mais effectivement on a commencé vraiment à converger sur des valeurs. Et il nous fallait pas beaucoup plus de travail pour arriver effectivement à 4-5 valeurs. Donc moi j'ai trouvé cette étape très intéressante parce que voilà, c'est vraiment l'entonnoir. On est parti très large avec une phase d'idéation qui a pour mérite de rassembler les idées de tout le monde, de mettre tout le monde dans le bain de l'atelier, vers voilà, petit à petit prioriser et accoucher de ces fameuses valeurs qui sont pas faciles à identifier. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Super. Ben, merci Laurent pour ce témoignage. Je regarde un petit peu l'horaire. Il nous reste quelques minutes. On va vous présenter rapidement les étapes suivantes. On refera des webinaires pour vous présenter plus en détail ces étapes suivantes. Ce que je veux vous dire avant qu'on conclue, c'est que pour ceux qui le souhaitent, on vous invitera à commenter le livre. Julia a rédigé la première partie sur ces 2 étapes-là. Si vous avez des commentaires, si vous avez envie de revoir, si vous avez envie de donner votre avis par rapport à ces éléments-là, pour construire avec nous et aller plus loin dans cette démarche, on partagera avec vous le document. Julia, je te laisse commenter rapidement les étapes suivantes. Oui, ensuite, quand on a bien formalisé ces valeurs, on peut parler de la raison d'être. Alors peut-être qu'on pourra faire un prochain webinaire pour partager autant dans le détail que les valeurs, celles de la raison d'être. Mais on va commencer, donc toujours en atelier collaboratif, à travailler sur déjà bien définir ce que c'est que la raison d'être. Il y a un travail de définition, là on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans ce détail-là, mais de bien faire comprendre qu'est-ce que c'est que la raison d'être, qu'est-ce que c'est ce why, les choses, c'est pourquoi la marque fait ce qu'elle fait, quel est son apport à la société, au monde dans lequel elle vit. C'est une approche qui est assez philosophique. C'est pas business, c'est plutôt qu'est-ce que ce que la marque apporte à notre monde et comment est-ce qu'elle elle fait du bien finalement à notre société. Et donc pour ça, on va demander au groupe d'une part de choisir des cartes des combats. Donc on a listé plein de combats sociétaux qui peuvent concerner n'importe quelle marque. Donc ça peut être protection de la nature, ça peut être l'accès à l'éducation, ça peut être le travail décent, ça peut être la croissance économique, la protection individuelle, la protection de l'enfance, la lutte contre la faim par exemple, enfin plein de combats qui sont d'ailleurs assez inspirés des objectifs du développement durable de l'ONU, mais qu'on a reformalisé de manière peut-être un peu plus claire, un peu plus pratique pour plein d'entreprises. Et puis vous voyez, il y a des cartes vierges tout en bas
Parce que son combat, on peut l'écrire aussi s'il n'est pas là, si on n'a pas pensé à tout, hein, et donc choisir ses combats pour une marque, c'est important. Et ensuite, on passe à une étape de maïeutique qu'on fait individuellement, avec des questions auxquelles chacun des membres du groupe va répondre. Et ensuite, par itération, il y aura une phrase commune qui sera écrite et qui formalisera la raison d'être. Il faut qu'il y ait un consensus sur cette phrase pour que tout le monde s'y retrouve et que l'ensemble des membres du groupe projet puissent se sentir bien avec cette raison d'être. En fait, c'est ce pourquoi elle est dans l'entreprise et ce pourquoi l'entreprise se bat au quotidien. Voilà pour les prochaines étapes à venir sur la partie raison d'être. Et comme le disait Bertrand, je serais vraiment très intéressée d'avoir vos commentaires dans le document qu'on va vous partager. Après, la dernière étape, c'est l'étape 6, c'est 5 et 6, c'est comment on va faire vivre concrètement la raison d'être et les valeurs au sein de l'entreprise. Vous avez compris mon attachement au fait que ce ne soit pas des beaux discours, mais que ce soit du réel et du concret. Et donc, je vous propose un parcours qui va balayer vraiment tous les grands services et offres qu'une marque peut faire. Ça va du service client au SAV en passant par les locaux, le recrutement, les process comptables, etc. Comment est-ce qu'on va faire vivre concrètement dans l'entreprise ces valeurs et cette raison d'être au travers d'un plan d'action précis. J'espère que je n'ai pas été trop longue, Bertrand, pour dérouler la fin de cette première partie de Brand Strategy Design. Mais écoutez, c'était parfait, on a respecté le timing. Merci à toi, Julia, pour ces explications. Merci, Laurent, pour moi, je voulais rajouter peut-être une dernière chose, et parce que c'est vrai que pour avoir eu l'opportunité de conduire cette démarche la semaine dernière, moi qui ai eu l'habitude d'observer comment on pouvait d'une manière générale définir ses valeurs et sa raison d'être, comment les marques s'y prenaient, comment les agences le faisaient. Moi, j'ai souvent vu effectivement des agences qui arrivaient, qui menaient un certain nombre d'interviews de clients, de collaborateurs, de dirigeants, pour derrière travailler en chambre sur des propositions de valeurs, sur des propositions de raison d'être, et puis qui sont discutées dans l'entreprise. Donc ça marche. Simplement, effectivement, d'une part, ça prend du temps. D'autre part, c'est pas forcément transparent puisque effectivement c'est pas un processus qui se fait ensemble, et donc par rapport à ça, je trouvais que cette méthode, moi, je suis vraiment emballé parce qu'elle est efficace, c'est-à-dire qu'en peu de temps finalement, même si ça peut être mûri après et un peu prolongé, mais dans un temps relativement court, on arrive à avoir des résultats assez bluffants. Elle est transparente puisque tout se passe en groupe, devant les yeux de tout le monde. Hein. C'est pas des gens qui prennent le sujet puis qui reviennent avec des propositions qu'on sait pas pourquoi celle-là et pas d'autres. Et donc c'est vraiment collaboratif et c'est le fruit de l'intelligence collective. Hein. Encore une fois, c'est pas un consultant qui est arrivé avec des propositions qu'il faut valider, qu'il faut pas valider. Donc je trouve que alors peut-être qu'il y a d'autres méthodos qui existent qui sont un petit peu comme celle-ci, mais moi j'en connais pas, et donc j'ai vraiment apprécié de pouvoir m'appuyer là-dessus pour, par exemple, faire cet atelier la semaine dernière. Super. Merci pour ce témoignage. Pour conclure, donc, ce qu'on retient sur Brand Strategy Design, c'est vraiment une méthode pour guider les responsables d'entreprise ou pour accompagner les consultants pour construire une marque forte, bien définir ses valeurs. 6 étapes, 6 outils, le pentagramme des valeurs, la matrice des valeurs, les cartes combat, la formalisation de la raison d'être, le jeu de piste sur l'impact et la formalisation sur le plan d'action. Comme on vous l'a dit, on serait ravis d'avoir vos commentaires sur le bouquin. Donc, passez-nous un petit mail. Abdel, si tu peux mettre mon mail dans le chat, c'est bespitalier@1030.com et on vous partagera ce document-là dans un premier temps sur la première partie et on fera de prochains webinaires sur les parties suivantes. Merci à tous pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine à 10h pour un nouveau 1 minute 30 Talks avec Gabriel qui sera de retour et Clément Merville qui parleront
de Metaverse. Et je crois que Julia, tu avais un dernier mot. Oui, merci beaucoup. Merci de vos encouragements. J'ai vu que plein de commentaires très sympathiques dans le chat. Donc, merci beaucoup et venez envoyer votre mail à Bertrand pour venir co-créer avec moi ce livre Brand Strategy Design. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Salut. Au revoir. Au revoir.